Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième édition de la foire aux questions de la chaîne des arts martiaux français. Et pour le coup, je suis assez content parce qu'il y a un peu plus qu'une question. Alors la première question nous vient de Nicolas qui demande quelle est la différence entre la savate civile et la savate militaire de type Joinville. Alors là, il va falloir reprendre un peu les choses, un peu, on va dire, depuis le début. La savate militaire, à l'origine, hein, c'est pas, c'est même pas de l'autodéfense, c'est pas un sport, c'est pas une méthode d'entraînement, c'est même pas de l'autodéfense, c'est une punition. Alors en fait, on a mené de longues recherches avec mes comparses, que sont Ludwig et Fabien, et nous avons découvert que la savate, en fait, passer à la savate, c'était un jugement militaire non officiel, c'est ce qu'on appelait le tribunal des soldats. En gros, après une bataille qui est gagnée en général, voire perdue, mais où tout le monde n'est pas massacré, il y a un tribunal de soldats qui se met en place afin de juger les poltrons, ceux qui ont resquillé, en fait, qui ont fait en sorte de ne pas aller au corps à corps, ou du moins qui ont laissé passer les autres avant. En fait, il va y avoir un tribunal moral sur les fautes du soldat de base, afin de punir ceux qui ne font pas leur devoir. Et la sanction est de passer à la savate, c'est-à-dire de prendre des coups de pied avec les chaussures de guerre, hein, les brodequins de guerre, de prendre des coups de pied dans les jambes, dans les fesses, peut-être dans le corps, et autant de fois que la faute le nécessite. C'est-à-dire, on va dire, la personne a fui littéralement, bon là, ou du moins, elle va pas fuir, je pense que là, il se ferait exécuter, parce que c'est fuite devant l'ennemi, mais par exemple, pour se jeter dans une brèche, voilà, il y a une porte qui vient d'être défoncée, il faut se jeter dans la brèche, bon, ben, il va laisser passer 10-15 camarades avant lui-même pour pouvoir y aller soi-même. Et ça, alors qu'il était devant. Et ça va te paraître plutôt comme de la poltronnerie. Et ben, la personne va être jugée pour ça et elle va prendre un certain nombre de coups de savate. Donc la savate militaire, à l'origine, c'est une punition. Et c'est de là que vient notre hypothèse que de cette punition est peut-être née dans les bivouacs militaires une forme de jeu où on s'amuse à essayer de se donner des coups de pied dans les tibias. Et de là, de fil en aiguille, naît quelque chose, une, un art qui naît à l'origine d'une punition pour s'amuser ou même pour se défendre, parce qu'à partir du moment où des techniques se mettent en place pour pouvoir faire mieux mal, sans se faire mal soi-même, eh bien, ça rentre dans la culture populaire militaire. Donc, quelle est la différence entre la savate civile et la savate militaire? Par rapport à cette savate militaire d'origine, c'est une punition. À mon avis, la savate civile découle de cette punition qui est devenue peut-être. Alors tout ça, c'est hypothétique. Hein, il y a aucune. Malheureusement, on n'a aucune preuve de ce que on n'a aucune preuve de ce que nous avançons. On n'a pas de lien direct entre la savate punition et la savate d'autodéfense. Sauf qu'on sait, c'est que les gens qui ont euh, qui ont fait rentrer, on va dire, la savate, le combat au pied armé, au pied chaussé, dans le monde civil, sont très souvent des vétérans de la grande armée principalement. Donc voilà, il y a des liens, mais il n'y a rien de formel. Pour moi, ça met à plat totalement cette histoire de savate qui naît dans les bas-fonds de Paris, qui est une histoire de brigands qui auraient mis ça en place. Pour moi, c'est pas des brigands, hein, ce sont juste des vétérans de la guerre et qui, peut-être pour gagner leur vie, parce qu'ils ont été, une bonne part a été licenciée, voire honnie de la société, parce qu'ils étaient quand même les soldats de l'empereur, hein, dans un pays où maintenant on essaye d'effacer l'épopée, dans un pays redevenu monarchiste, et avec le retour de la royauté. Donc je pense que ces gens-là, et il y en a qui n'aiment pas quand je dis je pense, mais je pense quand même, que ces gens-là, pour survivre, ils ont propagé leur savoir, ils ont vendu leur savoir, et peut-être que ceux qui étaient le plus prompts à payer au début, c'était ceux qui s'en utilisaient le plus, et c'était sûrement les brigands. Et les brigands, ou du moins les mauvais garçons. Puis c'est de rentrer dans la culture populaire au fur et à mesure, un peu comme tout. Hein, voilà. C'est comme ça que ça commence par en bas, puis cette espèce de fantasme de virilité contamine petit à petit
certaines autres sphères qui ont envie de retoucher avec ce côté masculin un peu brutal, et du coup, ça rentre dans la société. Donc voilà, la savate militaire, punition, savate civile, système d'autodéfense qui naît comme ça, mais il y a quand même des hypothèses, notamment celle-là. Hein. Et après, on a donc cette histoire de savate militaire de Joinville, mais c'est pas de la savate, pas du tout, c'est du chausson. Quelle est la différence entre savate et chausson? Eh bien, c'est très simple. La savate, c'est fait pour faire mal. Le chausson, c'est fait pour s'amuser. Voilà, ça, c'est clair et net. Le chausson, c'est du jeu. C'est fait pour apprendre. On utilise des espadrilles pour le faire, des chaussons, et pas des savates. De toute façon, tout est dans le mot. La savate, c'est un vieux soulier, c'est un soulier de guerre, c'est quelque chose de... C'est coriace. Un chausson, c'est confortable, c'est quelque chose de mou, de doux, c'est une espadrille à l'époque, c'est dans les traités militaires, il parle comme ça, hein, l'espadrille. Il est interdit de porter le brodequin quand ils font du chausson, tout simplement parce qu'ils savent qu'ils vont s'exploser les jambes. C'est interdit, il va y avoir des blessés. Donc le chausson, c'est une méthode d'entraînement, c'est du jeu, ce n'est pas de la savate, dans le sens, si ce sont les mêmes gestes, ce n'est pas la même finalité. Voilà, en gros la différence. On va passer à la deuxième question qui nous vient de Jérémy. Et Jérémy nous demande si la pratique de la canne est en corrélation avec la pratique du sabre. Eh bien je dirais que la réponse sera quantique. C'est oui et non à la fois. En fait, tout va dépendre de qui le dit et d'où ça vient. Par exemple, Émile André, quand il explique sa canne dans le traité, ou du moins la canne le court, dans son traité de boxe et de canne, il explique qu'on reprend les principes du sabre. Et plusieurs fois, je retrouve cette corrélation, effectivement, entre la canne et le sabre, des gestes assez amples qui viennent chercher à battre, hein, à tailler, et à frapper, à créer de la vitesse pour venir frapper. Donc oui, effectivement, selon qui enseigne, il y a une corrélation directe entre la canne et le sabre. Dans le traité militaire de 1877, ils utilisent des cannes pour s'entraîner au sabre. Mais c'est pas forcément vrai pour tout le monde, puisque si l'on regarde la méthode Charlemont, il y a très peu de ressemblance avec un jeu de sabre. C'est une canne à part. C'est une autre façon de faire de la canne. Mais on peut... Et ça, avec Ludwig, on en a pas mal. Au début, on s'écharpait un petit peu sur le sujet. Mais en fait, on avait tous les deux raison, tout simplement parce que tout dépend de qui dit et dans quel contexte. Ben, c'est vrai ou c'est faux. Donc c'est quantique. Pour rigoler. Et donc, ben, voilà, la réponse c'est oui et non à la fois, suivant qui le dit, qui enseigne, et la façon de faire. En gros, si vous faites de la canne Charlemont, ce ne sera pas du sabre, mais si vous faites de la canne Le Court, ou même la Ribot, je suis quand même, j'ai pas de preuves formelles, mais j'ai beaucoup de... J'y pense beaucoup, on va dire. La canne de la Ribot s'adapterait très bien au sabre ou au demi-espadon. Voilà, il y a des choses qui, au niveau, on va dire, biomécanique, ça se passe tout seul, des choses qui seraient pas logiques avec la façon de faire de la canne de Charlemont, par exemple. Donc, même objet, mais utilisation, la façon d'utiliser qui peuvent varier et qui n'auront pas la même origine. Pour compléter mon propos, je vous conseille de lire le manuel d'escrime édité par Émotion Primitive, le manuel d'escrime de 1877, où vous verrez dans la deuxième partie, escrime au sabre ou contrepointe, vous verrez que les gravures ne montrent pas des gens portant des sabres, mais bien des espèces de baguettes, des cannes. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils auraient utilisé des baguettes et pas des sabres? Tout simplement parce que pour eux, apparemment, le maniement de l'un et de l'autre sont interchangeables, donc, eh bien, si on peut très bien s'entraîner avec une baguette ou une canne pour faire du sabre, et vous ne serez pas dépaysé. Alors, quand l'on regarde dans le traité de Maître Bonnel, traité de l'art des armes, boxe et canne, bon, partie boxe et canne on oublie, hein, mais pour la partie sabre, eh bien, on s'aperçoit que la désignation des mots des attaques au sabre sont exactement les mêmes que les désignations des attaques à la canne. Coup de tête, banderole, coup de figure à droite, coup de figure à gauche, coup de flanc, coup de ventre, coup de manchette, coup de pointe.
Non, vraiment, là, on peut dire c'est que l'un et l'autre sont calcables selon ce maître d'armes, lui aussi. Et quand on lit le livre d'Émile André, 100 façons de se défendre dans la rue avec armes, qu'est-ce qu'il nous dit dans la façon de porter les coups de canne? Dans l'escrime de la canne, les coups de pointe sont remplacés par les coups de bout. On appelle spécialement coups de canne ceux qui correspondent aux coups de tranchant au sabre. Ils se portent avec plus de développement que ceux-ci, c'est-à-dire avec plus d'élan pris plus ou moins en arrière pour donner de la portée au coup. Et bon, après il développe, il parle qu'il faut prendre beaucoup d'élan, et ainsi de suite. Mais pour Émile André, qui est loin d'être un débutant en matière d'escrime, puisqu'il a quand même écrit des livres sur le duel et sur le sabre, même sur la baïonnette, bon oui, hein, s'il lui le dit, quand même, il y aurait des petites raisons de le croire. Enfin voilà, des livres très intéressants à lire, hein, que nous étudierons. Enfin, Maître Bonnel, on l'a bien attaqué. Bientôt, quand j'aurai fini la partie escrime, on s'attaquera à la partie sabre. Mais ce sont des livres qui ont vocation à passer au pilon de la chaîne et à décrypter tout ça. Je rajouterai en dernier lieu que dans le livre de Julien Gary sur l'escrime au sabre dans l'armée française au XIXe siècle, eh bien, il en vient à la fin de son ouvrage, que je vous conseille fortement la lecture, il en vient à la même conclusion vis-à-vis de l'utilisation des cannes pour simuler un sabre. Mais le mieux, c'est de se procurer son ouvrage afin de bien comprendre et de bien assimiler tout le développement de sa recherche. Et puis en plus, vous soutiendrez un excellent chercheur dans le domaine des arts martiaux français. Passons maintenant à la troisième question, qui nous vient de Nicolas à nouveau, le premier. Et celui-ci, que nous demande-t-il? En gros, il nous demande si la position que l'on trouve dans le traité de Bouffémont, dans la partie lutte, que nous n'avons pas encore traité, au niveau si je puis dire, au niveau de la chaîne, mais en gros, je vous le lirai en temps voulu, la posture pour faire de la lutte chez Bouffémont, ben, c'est la même posture que la boxe. Donc une posture assez haute. On est ici, voilà. Et il demande si c'est une innovation pour faciliter les prises de lutte. Alors, je ne pense pas que ce soit une innovation pour faciliter les prises de lutte. Je pense plutôt que c'est une logique même, parce que, pour le rappeler, dans la savate civile d'autodéfense, la lutte fait partie intégrante du corpus, et dans la boxe française traditionnelle, elle aussi, la lutte est présente. Et il me paraît, en fait, ça paraît logique de garder la posture de boxe quand on va faire de la lutte suivant le traité de Bouffémont, tout simplement parce que si on a une posture trop basse, trop rabaissée pour venir chercher en ligne basse ou voilà, pour avoir le centre de gravité très très bas ou les jambes trop écartées, si la personne en face vous met un coup de pied ou sait utiliser la boxe, elle va vous plomber les appuis sur des coups de pied bas parce que vous serez trop pâteau pour vous déplacer ou carrément vous prendre un coup de pied de pointe ou un coup de pied direct dans la face parce que vous serez assez bas, vous aurez une posture basse et donc du coup vous facilitez votre adversaire à vous mettre des coups de pied dans la tête. Donc garder une posture haute, en fait, permettrait dans l'absolu de ne pas se spécialiser ni dans l'un ni dans l'autre, ni dans la boxe et ni dans la lutte, mais de pouvoir travailler les deux en même temps si le jeu le permet. Si voilà, vous décidez de jouer avec votre ami en disant bon, aujourd'hui c'est boxe et lutte, donc boxe française traditionnelle, ok. Bon, il y a celui qui va commencer à se mettre au bas de là pour venir chercher à attraper. Attention, le menton, ça risque de lui chatouiller un petit peu là. Sur les coups de pied directs, ça va pas louper. Les coups de pied de flanc, ils seront plus au flanc, ils seront dans la tête. Donc ça devient une posture dangereuse. Et donc voilà, le fait d'avoir une posture de boxe française, ça permet d'être agile, de pouvoir esquiver, de changer de garde, de revenir, de frapper et de saisir si besoin, si on peut le faire ou si nécessité. Et donc en fait, je pense que c'est pour garder la polyvalence. C'est pas une innovation, pas du tout. À mon avis, c'est pas une innovation, c'est une continuité normale. Voilà, c'est la fin de cette foire aux questions numéro 2, où j'espère que j'aurai pu répondre avec le plus de sagacité possible à vos questions. Je vais vous mettre en description de la vidéo tous les liens de sources, tout sur lesquels je me suis basé pour pouvoir vous répondre. Si jamais vous avez encore d'autres sources, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et on se retrouvera pour une prochaine foire aux questions en avril. Allez, ciao!